Soyez le bienvenu à vous, fidèles téléspectateurs de la RTVH. Vous êtes là bel et bien dans votre émission Au Crible. Dans cette émission, nous faisons l'effort d'inviter les hommes faits pour analyser avec nous l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important. Félix Tshisekedi, programme d'urgence des 100 jours. Est-ce que ce programme est réalisable? On va en parler sur ce plateau avec mes invités. Je suis là avec Maître Honoré Moussoko. Il est là avec nous. Il est du mouvement MC, Mouvement pour l'échangement. Maître Moussoko, soyez le bienvenu. Merci beaucoup et encore merci pour m'avoir invité à cette émission. Voilà, de l'autre côté, je suis avec le pionnier de l'IDPS. Il n'est plus à présenter. Il s'appelle M. Corneille Moulumba. M. Corneille Moulumba, soyez le bienvenu. Merci de nous accueillir. Delphin est toujours très heureux comme d'habitude pour éclairer tous nos téléspectateurs. Voilà. De l'autre côté, je suis avec la nouvelle énergie du FCC. Il s'appelle M. Guélor Louchikou. Il est là, il est chef des travaux, il est de la majorité démocratique aujourd'hui. Merci, M. Delphin, pour l'invitation. Voilà, vous êtes sans ignorer que le chef de l'État vient de déclarer un programme d'urgence des 100 jours. On se pose la question si ce programme va être réalisable parce qu'il y a certaines personnes qui ne se sentent pas à l'aise par rapport à ce programme. Mais avant d'aller là-bas, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore parler de la question de la légitimité? La question c'est à vous, Maître Honoré, parce que Martin Fayulu continue toujours à dire qu'il est le président de la République, il réclame encore la vérité des urnes. Évidemment, c'est une question importante, mais à ce stade, je peux vous donner un point de vue d'un juriste au regard de principes connus et qui sont d'application dans notre pays. Il y a eu proclamation des résultats par la commission électorale. Il y a eu confirmation de ces résultats par la Cour constitutionnelle. De cet instant-là, je pense qu'officiellement il est clair qui est président de la République. Légitimité, je dirais que c'est une question relative. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent aujourd'hui dans la personne de Félix Tshisekedi comme président de la République. Bon, il y a d'autres, par contre, qui estiment que non, parce que tout le monde ne l'a pas voté. Alors voilà pourquoi je peux vous dire que la question de la légitimité, à ce stade, ne se pose plus. Parce qu'il y a une reconnaissance à la fois au plan interne et au plan externe. Donc, pour répondre à votre question, je dirais, tout en respectant la position de Martin Fayulu, je crois qu'à l'heure qu'il est, le problème de la légitimité concernant Félix Tshisekedi ne se pose plus. Voilà, on parle d'un deal qu'il a fait avec le pouvoir en place. Monsieur Corneille Moulumba, vous êtes le premier de l'IDPS. Lorsque Martin Fayulu est en train de faire cela, est-ce que ça vous met à l'aise? Est-ce que c'était l'idéal pour l'IDPS aujourd'hui que Félix Tshisekedi puisse prendre le pouvoir en étant contesté comme ça? On pensait que vous êtes des saints. Non, mais écoutez, Félix Tshisekedi est contesté par qui? Par Martin Fayulu, par la Mouka. Martin Fayulu. Deux éléments de réponse. D'abord, lorsque Martin Fayulu conteste les résultats qu'on vient de dire remettre, les résultats des élections proclamés par la CENI et confirmés par la Cour constitutionnelle, ça veut dire que Martin Fayulu ne reconnaît pas les institutions de la République. Alors, quand quelqu'un ne reconnaît pas les institutions de la République, qu'est-ce que vous voulez faire de lui? Oui, c'est un Congolais, il est du tout dans le Congolais. Il y a des gens normaux, il y a des gens qui sont en problème de tête. La tête, c'est normal, il y a du tout. Mais je constate que Martin Fayulu ne reconnaît pas les institutions de la République. À ce moment-là, il ne sait pas si c'est dans son état, lui, ou bien il essaie de compte à rendre quelque part. C'est son problème, ça ne regarde pas. Ça, c'est un. Deux, comment Martin Fayulu peut contester les résultats? Martin Fayulu est une fabrication de Genève. À Genève, vous avez eu, ce sont les multinationales, Glencore et compagnie, qui ont financé cette rencontre de Genève, qui a été dirigée par M. Alain Dos, l'ancien patron de la MONUSCO aussi chez nous. Vous savez, vous avez suivi récemment le secrétaire général des Nations Unies qui dit
il y en a qui se font l'illusion d'imaginer que la MONUSCO va quitter le Congo. Ça veut dire que des gens qui ont une mission ici pour contrôler, et vous, Congolais, prétendant à la magistrature suprême, vous allez vous mettre à leur service. C'est pas... Excusez-moi. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez des leçons à donner à Martin Fayulu, parce que l'IDPS comptait toujours aussi du pouvoir de l'extérieur. Je vais terminer. Avec Miki Alain et les autres. Je vais terminer. Ça, c'est en 2 mois, Martin Fayulu, avec l'aide de ces milliardaires miniers, il a pu battre la campagne comme il l'a fait en 2 semaines. Ils ont le moyen de le faire. Mais, mon frère, nous autres, ça fait 4 décennies, ça fait 40 ans que nous sommes dans le combat. Avant que Félix Tshisekedi quelque part, tout le monde connaît l'UDPS et tout le monde connaît, ou a entendu parler de Tshisekedi, même si c'est Étienne Tshisekedi. Donc, il est plus logique aux yeux de tous que ce soit Félix Tshisekedi qui sorte, qu'il soit élu, plutôt que Fayulu. Comment, si vous êtes amené à fabriquer en 2 semaines un candidat président de la République, parce que c'est là qu'ils ont les moyens de millions de dollars à injecter dans la masse, oui, c'est vrai, vous pouvez avoir à votre disposition RFI, France 24, et j'en passe, Télé5, TV5, pour faire votre campagne, ceux qui sont des instruments de ces puissances occidentales. Mais déjà, pour en tant que Congolais, vous êtes déjà rejeté, parce que vous êtes un ennemi du peuple congolais. Guéla Lushikou, vous êtes de la République démocratique FCC. Est-ce que pensez-vous que les gens de la MOCA restent dans la distraction? Est-ce que ce débat peut encore avoir? Non, je pense, par rapport au contexte actuel, moi, je me dis que c'est plus un débat à mettre sur la place. Donc, il faudrait que la MOCA, Martin Fayulu, pense comment gérer l'opposition, c'est-à-dire gérer plus le rôle de contre-pouvoir. Et c'est très important, vous savez, dans une démocratie qui se veut naissante, il faut vraiment ce rôle de contre-pouvoir parce que ça sera important pour permettre au gouvernement qui sera mis en place d'ici là pour réellement faire le travail au niveau de la population. Mais de deux, il faut dire que le débat, au-delà de la proclamation de résultats par la CENI, qui pouvait être contesté au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a eu un débat juridique. Le maître là, il peut le dire, que le débat juridique, on demandait des preuves. Jusqu'à ce jour, Martin Fayulu n'a jamais donné des preuves réelles sur sa victoire. C'est vrai, il a gagné dans telle province, c'est normal, c'était ça les élections, mais il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, sur base de son imagination, pour se dire voilà qu'il a gagné, parce qu'il ne peut pas le prouver, il n'y a que la CENI qui peut le prouver. Et la CENI a déposé les PV au niveau de la Cour constitutionnelle, parce que vous demandez les récomptages. Pourtant, c'est la CENI qui a déjà donné les résultats nécessaires. Et par rapport aux résultats, on parle de 47%, de 61%. On ne sait plus où est-ce qu'on va situer Martin Fayulu. Ils n'ont même pas les 90% des PV sur l'ensemble du territoire national. Tout ça, c'est vrai, c'est un sentiment comment on appelle ça, le perdant. Même au Sénégal aujourd'hui, il y a des protestations par rapport aux résultats. Donc c'est normal. Mais ils doivent déjà rentrer dans une acception de pouvoir préparer le contre-pouvoir. Contre-pouvoir, c'est-à-dire au niveau de la majorité, au niveau du Parlement, chercher à s'organiser pour pouvoir commettre les chefs de file de l'opposition et rebondir peut-être après 5 ans. Maître Honoré, Martin Fayulu était parti voir les gens du SCC juste pour proposer un plan de sortie par rapport à cette crise. Selon Martin Fayulu nous dit qu'il y a une crise au Congo. Et parmi ces plans, il a parlé des récomptages encore, de bulletins de vote. Et c'est ce qui fait qu'au sein de la MOCA, on sent il y a maintenant l'Assemblée qui se retire d'une manière stratégique. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela, vu que vous êtes du mouvement pour les changements? Merci pour les questions. Évidemment, je dois dire que je ne me sentirais pas très à l'aise de répondre en lieu et place de Fayulu. Et je ne suis pas de... Vous avez invité un monsieur du MLC, il n'est pas venu, mais parlons parce que ça... c'est naturellement. J'éloue d'abord le fait que l'Église du Christ au Congo s'investit dans la mission de... c'est pas recréer les climats d'entente, des réconciliations, ça c'est une bonne chose. Que Martin Fayulu ait proposé le recomptage de voix, c'est très difficile à situer dans quel cadre, dans quelle procédure, parce que c'était déjà une demande au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais nous avions tous suivi. La Cour a dit clairement qu'une telle demande relevait du pouvoir discrétionnaire de la Cour
et ne pouvait être ordonné que si on a épuisé tous les autres moyens et qu'il restait de doutes. Alors la Cour pouvait ordonner leur comptage de voix. Ce n'est pas le cas, ça n'a pas été le cas, et je ne vois pas dans quel contexte, comment est-ce que ça peut se faire en ce moment. Donc, je respecte la position de Fayulu, ses revendications. Je pense bien que c'est quelqu'un qui avait des ambitions, qui continue d'en avoir. Et bon, je constate seulement qu'à ce stade, ce n'est plus d'actualité, ce n'est plus opportun de demander le récomptage de voix. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette question. Okay. Monsieur Corneille Moulumba, ça fait débat. Moïse Katumbi, il est de la Mouka, il n'est plus de la Mouka. Moïse Katumbi a plus de députés nationaux et provinciaux. Et c'est lui qui va maintenant prendre l'opposition au détriment de Martin Fayulu. Pensez-vous que Moïse Katumbi peut faire une opposition constructive? Oui, d'abord, je veux dire que c'est un peu le fait qu'un compatriote conteste les résultats qu'il y a la crise. Il n'y a aucune crise. Ce n'est pas ce que Mouzito est en train de dire, et Martin Fayulu. Oui, il parle, moi aussi je parle. Et moi je dis qu'il n'y a aucune crise. Okay. C'est normal que quelqu'un peut contester, c'est son droit le plus strict. Et personne ne va le violenter pour cela. Mais il n'y a aucune crise. Les institutions fonctionnent, doivent fonctionner. Je ne vois même pas d'un bon oeil personnellement que ce soit un Fayulu qui devienne chef de file de l'opposition. Parce que nous nous attendons à ce qu'il y ait une opposition républicaine. Or, à partir du moment où vous vous mettez au service de puissances étrangères, ça ne sera plus l'opposition républicaine, ce seraient les intérêts de ces gens-là que vous allez défendre. Est-ce que Moïse Katumbi a ces profils-là? Non, d'être chef de file de l'opposition. Oui, oui. Parce que Fayulu n'a pas assez de députés, l'ensemble est quand même, oui. Oui, mais je ne connais pas le parti de Moïse Katumbi. Je ne connais pas son parti. Son regroupement politique, quand même, c'est l'ensemble. Je ne connais pas son parti. Dans un regroupement, vous avez beaucoup de partis politiques, avec des leaders qui eux-mêmes ont des ambitions, et ainsi de suite. Il faut faire attention entre tout ce qu'on prépare avant les élections, pour les élections, et ce qui se passe après les élections. Après les élections, il y a des députés. Tel groupe composant l'ensemble a combien de députés? Celui qui aura beaucoup de députés aura des revendications, notamment celle d'être le leader de l'opposition. Donc on n'en est pas encore là en réalité. Je dis que Moïse Katumbi à ce stade n'a pas de parti politique. Il dirige un regroupement, mais qui dit un regroupement, ça peut tout à fait évoluer. Alors, mon problème c'est que nous avons besoin, le pays aura besoin d'une opposition républicaine, des patriotes qui sont préoccupés par les intérêts du Congo. Parce qu'à ce moment-là, les actes qui seront positifs, ils le soutiendront. Ceux qui seront négatifs, ils ne le soutiendront pas. C'est normal. Ça aide la construction de notre démocratie, l'émergence de notre pays. Donc, je pense qu'on a besoin d'une opposition républicaine avec un leader qui soit lui-même républicain. Mais ce que là, le Chikou, les Dio, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, ils vont se voir certainement le 8 mars avec Mouzito et les autres. Est-ce que leur arrivée ici au pays vous fait peur? Non, les Dio a toujours résisté. Ils ont pu organiser la campagne électorale pendant la période électorale, ainsi de suite. Mais ça va nous faire peur. Pourquoi? Parce que vous avez refusé à tout prix que Moïse Katumbi puisse revenir. Jean-Pierre Bemba, vous l'avez disqualifié, Mouzito également. Mais quand même, ils vont revenir. Félix a ouvert des portes. Ils vont revenir. Il faut s'attendre à quelque chose. On n'a jamais refusé à qui que ce soit de venir. Jean-Pierre Bemba était au pays, personne l'a expulsé du pays. Moïse Katumbi n'est jamais arrivé au Congo. C'est vrai qu'il avait cette ambition de revenir, mais voilà, il fallait respecter certaines procédures par rapport à cela. Qu'ils reviennent, ce sont des Congolais. Nous avons besoin de tout le monde au niveau de la classe politique afin que chacun puisse donner son point de vue. L'essentiel, c'est nous devenons l'évolution de notre pays. Mais on aborde un peu l'aspect des récomptages de voix proposés au niveau de l'ECC, ainsi de suite. Non. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on pense que ce sont les églises, que ce soit catholiques, des réveils, tout ça, qui doivent essayer de résoudre des problèmes politiques, sincèrement, c'est des fois désorienter l'évolution démocratique d'une nation. Vous savez, en politique, lorsqu'on veut toujours être là, penser que ce sont les clergés ou les pasteurs qui doivent nous aider pour que nous puissions trouver des solutions, vite, on opte vers ce qu'on appelle le dialogue, le consensus, tout ça.
Ces pays, nous n'avons plus besoin de ces histoires-là. Les dialogues, les constitutions. Ça, c'est ce qui a retardé pratiquement l'évolution démocratique dans ce pays. Il y a eu, par exemple, un gouvernement qui est là avec un projet de société, mais lorsqu'une fameuse crise arrive, voilà, on recommence le tour, on intègre d'autres personnes, c'est la vision qui change. C'est tout ce qu'on a connu pendant toutes ces années ici. Et nous ne voulons plus que cet aspect des choses arrive, parce que déjà, on entend qu'il y a des mécanismes de dialogue à mettre en place, tout ça. Non, nous demandons au camp de la Mouka de préparer une opposition républicaine, de se préparer pour cela. Nous, au niveau de la majorité démocratique, nous aurons cette majorité au niveau du Parlement et nous voulons que les débats soient vraiment constructifs. Apparemment, vous, les gens vous avez peur de Martin Fayulu? Non, nous n'avons pas peur de Martin Fayulu. Il est député aussi. Il est député, qu'il revienne au niveau du Parlement et que le débat démocratique continue. S'il y a à critiquer, on peut critiquer. S'il y a à proposer, on peut proposer. Cela fera en sorte que le Congo puisse gagner. L'essentiel, c'est cela. Il faudrait que Martin Fayulu comprenne aujourd'hui que c'est vrai, il a dépensé tous les moyens nécessaires. C'est vrai, on l'avait toujours dit. Il a mal commencé sa campagne. Non contre la machine, oui, ceci, contre ceci, fichier électoral, tout ça. Tout ça a déjà embrayé sa carte. Il était déjà mal parti dès le début. Mais maintenant, il peut par l'Église, la Senko a fait la Senko n'est pas l'organe qui doit légitimer le pouvoir dans ce pays. Il y a la déclaration aussi de Mosengo. Non, la Senko également. S'il vous plaît, Mosengo n'était pas dans tout le bureau de vote sur l'ensemble du territoire national. La Senko n'était qu'observateur. Il faudrait qu'on respecte ces institutions habilitées à publier cela. C'est ça. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, les gens puissent mettre leur foi sur ce que la Senko dit. Ce n'est pas l'évangile. Il ne faut pas que les gens... Je finis. C'est ça. Il faudrait qu'on reprenne les débats au niveau politique, au niveau des institutions. Rentrons dans les débats. S'il y a un gouvernement, on va critiquer l'action du gouvernement. S'il y a un parlement, on va critiquer. On fera rapport au niveau de la population pour qu'à la longue, on puisse prendre notre décision. Vous êtes du mouvement pour les changements. Lorsque le cardinal Mosengo hausse les tons pour dire qu'il faut qu'il y ait la vérité des urnes, la Senko parle de la continuité du pouvoir, il faut que le nouveau régime puisse laisser les habitudes de l'ancien régime, tout ça, est-ce que l'Église a un mot à dire par rapport à ses pouvoirs? Je pense que si. Contrairement à l'opinion... Évoluée. Oui, de... Gaylor, contrairement à son opinion, je crois bien que l'Église a un rôle dans la politique, dans la vie sociale, ainsi de suite. Évidemment, il faut faire à part des choses. Quel est le rôle de l'Église? Est-ce que c'est de pouvoir se substituer aux politiques? Non, je ne pense pas. Et aussi, je pense que les dialogues restent importants en politique, permanents presque. Et même s'il est vrai, comme a dit Corneille, qu'il n'y a pas de crise pour que ça nécessite, et c'est pas moi, une procédure particulière pour la résolution de cette crise, mais le dialogue est toujours important en politique, pour éviter des malentendus et d'autres problèmes qui peuvent surgir. Maintenant, est-ce que je crois, je réponds à la question que vous avez posée, l'Église a un rôle. Je ne voudrais pas me mettre à juger le cardinal Mosengo par rapport aux déclarations qu'il a faites dernièrement. Parce que M. Gaylor dit que les cardinaux Mosengo n'avaient pas placé les gens dans tous les bureaux. Donc il doit se taire. C'est la même chose avec Albert Anquez, le président de l'église des Réveils. Il dit aussi que le cardinal Mosengo doit se taire. Et votre opinion par rapport à cela? Non, parce que nous voulons des changements. Non. Il ne doit pas se taire. Il n'y a aucun principe qui lui impose le silence. C'est un individu, il a un droit à une opinion, à se faire une opinion, même si c'est une opinion minoritaire, mais on ne peut pas dire qu'il n'a pas le droit de parler. Vous ne voyez pas que l'Église catholique se met trop à la place des partis politiques aussi? Non, je ne crois pas. Je m'excuse, je ne crois pas que l'Église se met à la place des partis politiques. Je crois par contre que... l'Église catholique a cheminé avec les partis politiques. Rappelez-vous, avec ce processus d'accord de la Saint-Sylvestre, il y avait tellement, les rôles de l'Église étaient tellement importants parmi les politiques que, je pense, à un certain moment, vous savez, ça peut arriver à tout le monde, hein, qu'on arrive à perdre un peu la boussole. Mais je ne crois pas que l'Église veut prendre la place
de partis Voilà, politiques. alors le Choukou va rebondir sur ça. Monsieur Corneille Moulumba, vous quand même, vous êtes le pionnier de l'UDPS. Lorsque vous voyez la démarche de l'Église, quand même cette Église vous a aidé pour que l'ancien régime quand même puisse quitter avec de marche. Et aujourd'hui, est-ce que l'Église reste toujours dans ses droits d'aider aussi la Mouka et les autres pour rentrer dans l'ordre, ou bien c'est une démarche déjà biaisée? Vous voyez le problème avec les églises, et que ce que vous avez devant vous, en toute blanche ou en peu importe, ce que vous avez devant vous prononce la parole de Dieu. Donc, inconsciemment, vous en faites des saints hommes. Inconsciemment. La parole qui sort d'un saint homme, c'est la parole de Dieu. Il est le représentant de Dieu sur terre. Maintenant, vous avez les églises, disais-je. La Cinco, dont chacun d'entre eux est nommé de l'étranger, de Rome, pas d'ici. Et que donc, vous obéissez à celui qui vous nomme. Celui qui vous nomme est un représentant, donc, comment dirais-je, le pape est un chef d'État qui traite avec les autres chefs d'État. Vous avez vu ce que l'Église catholique a été capable de faire dans les pays de l'Est, et même en Amérique latine, contre la libération, comment on appelait ça, contre le mouvement, la théologie de la libération. Mais c'est trop important. Vous voulez tout simplement dire que l'Église catholique agit par procuration. C'est trop important ce que je dis. Et il fallait mater ce mouvement de la théologie de la libération qui amenait effectivement, parce qu'il disait, si Jésus était sur terre, il serait aux côtés des pauvres. Et ils se sont levés parce que devant l'Église, les dirigeants de l'Église se mettaient trop du côté du pouvoir, du côté des plus forts. On est allé là-bas pour le mater pratiquement. Vous avez vu comment dirais-je, écraser la politique à l'Est. Je vais seulement dire ceci. Et par contre, je n'ai pas entendu l'église kimbanguiste parler. L'église kimbanguiste, ses dirigeants sont désignés par les Congolais. Je n'ai pas entendu les églises de réveil parler. Les dirigeants sont nommés par des Congolais, dirigés par des Congolais, ainsi de suite. Vous voyez donc, et il y a que l'église catholique n'est pas manipulable. Mais justement, s'il y a une qui est manipulable, c'est bien celle-là. Comment? Attends. Parce que l'église catholique a implanté un peu partout. Mais c'est ça que je dis. L'église catholique a un mot à dire dans ces pays. Si vous acceptez qu'elle a un mot à dire dans ces pays, alors préparez-vous à ce que ce pays prenne feu. Parce que si l'église catholique se dit, c'est notre pays, si nous parlons, nous quittons le ciel, nous venons sur terre. Maintenant, si les églises disent aussi la même chose, excusez-moi, alors on va où? Alors je pense que, comme a dit le monseigneur, comme l'évêque, je pense que Cardinal Mosengo a fait une très mauvaise chose. Les paroles qu'il a prononcées ne sont pas dignes. Parce que ce sont des paroles qui sont de nature à mettre le feu au pays. Voilà. Qui sont de nature à mettre le feu au pays. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Ok, M. Guélor Louchikou, pensez-vous que le cardinal Mosengo, même s'il voit les mal, il est quand même le chef d'une église, il doit se taire, laisser les mal évoluer? Non, je pense que le maître l'a dit. Je ne peux pas dire ici que le cardinal doit se taire. Non, il a donné son point de vue. Mais face au contexte, il faut parler de la réalité. C'est comme M. Corneille l'a dit, qu'on pense que ce que les cardinals ou les clergés ou les pasteurs vont dire, ça vient directement d'ici, que c'est l'évangile, que c'est la vérité. Non. C'est ça le problème. En 2011, c'était la même chose. Le cardinal a dit que c'était Étienne Tshisekedi qui avait gagné les élections, sans le prouver. Et ça a failli même embrouiller la situation, l'évolution normale du processus. Aujourd'hui, le cardinal, c'est l'ancien cardinal, je pense, il revient, l'ancien cardinal, voilà. Il revient encore pour rebondir encore, pour dire, voilà, c'est Martin Fayoulou, ainsi de suite, on a fait ceci, on a fait cela, on aurait nommé tel, on aurait fait ceci. Non, 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 non. Il ne faut pas mettre de l'huile
pour brûler encore l'évolution normale de notre démocratie. Nous voulons cela. Moi, je ne dis pas que l'ancien cardinal doit se taire, mais il doit tenir compte de la réalité actuelle, qu'il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, l'on pense que ce qu'ils vont dire, c'est ça l'évangile, c'est ça ce que Dieu le Père a dit. Non, la réalité est qu'il y a un président, il y a des institutions qu'il faudrait respecter. Même si le président de la République a dit, voilà, il n'est pas contre ceux qui vont les critiquer au niveau des médias, ainsi de suite. Mais on doit respecter le président de la République en tant qu'institution. On doit respecter les autorités bien établies. On doit s'aligner dans cette logique-là. Et l'Église doit jouer son rôle d'être quoi? Au milieu du village. Il ne doit pas être vers un camp. Il ne doit pas soutenir qu'un seul camp. Non, l'Église doit être plutôt du côté de la vérité. Non, mais au milieu du village. Voilà, au milieu du Maître village. Honoré, il y a des noms qui circulent dans les couloirs, dans des salons politiques. On parle de le docteur Denis Mukwege. C'est celui qui va être désigné comme l'informateur. J'ai une information, les fake news. On dirait qu'il a refusé. Tout ça. Pensez-vous que la question de l'informateur, elle est trop importante pour le moment que le président de la République nomme un informateur, parce que les gens du FCC pensent que cette question ne servira à rien. Merci, encore merci pour la question. Je voudrais tout d'abord revenir brièvement ce qui a été dit tout à l'heure. Nous connaissons tous ces principes du choc des idées, jaillit la lumière. Donc, que le cardinal honoraire ou cardinal Monseigneur, nous sommes habitués à l'appeler ainsi, qu'il ait donné son point de vue. Et même si ce point de vue était contraire à celui partagé peut-être par une majorité des gens, aucun problème. Parce que le fait qu'il ait donné son point de vue et que les débats que cela a suscité, ça nous permet de voir la valeur des opinions des uns et des autres. Donc je crois que là-dessus, il n'y a aucun problème. En ce qui concerne la désignation d'un informateur, c'est constitutionnel. Je crois bien, c'est constitutionnel. C'est dans l'article 78 de la Constitution. Et là-dessus, je crois que tout le monde doit être d'accord que la Constitution est claire. Mais l'FCC pense le contraire. C'est un point de vue aussi qu'on peut respecter, mais qui ne s'impose pas à la Constitution. Parce que, voyez-vous, la Constitution est claire. S'il n'y a pas de majorité, il n'y a aucun parti qui a la majorité, aucun regroupement politique, du moins de ceux qui étaient enregistrés, disons, à la CENI pour les élections, si aucun groupe n'a la majorité, le président de la République désigne un informateur. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de débat. Mais non, que les FCC se disent que, dans la mesure où nous avons déjà, nous avons constaté que nous réunissons la majorité des députés, nous estimons qu'il n'y a pas nécessité de désigner un informateur. C'est un point de vue, mais qui ne peut pas s'imposer à la Constitution. Un point de vue qui viole la Constitution. Mais justement, c'est ce que je dis, ce point de vue ne peut pas s'imposer à la Constitution. Et nous avons là une jurisprudence, une référence. En 2011, c'est le FCC, non, à l'époque c'est la majorité présidentielle. La MP, voilà. Qui avait, je crois, qui revendiquait d'avoir la majorité au Parlement. Mais, conformément à la Constitution, il n'y a aucun parti qui avait à lui tout seul la majorité, et le président Kabila à l'époque avait désigné un informateur. Donc je crois, aujourd'hui encore, on peut respecter ces principes. Voilà. Monsieur Gelor Lushiku, par rapport à cette question, pourquoi vous, le FCC, vous ne voulez pas qu'il y ait un informateur? Vous voulez violer encore la Constitution? Non, on ne viole pas la Constitution. Nous avons constaté qu'au sein de cette plateforme électorale... Mais Milania l'a dit. Voilà, il y a cette majorité, c'est-à-dire la majorité, elle est là, elle est constatée. Ce débat, je suis politologue, c'est un débat aussi politique que juridique. Aidez-nous à comprendre. Juridique, on respecte l'article 78 de la Constitution qui dit que le président de la République doit nommer un informateur pour essayer d'identifier cette majorité. Mais politique, c'est que la réalité, c'est qu'il y a plus de 342 députés qui font partie de cette majorité actuelle, la majorité démocratique aujourd'hui. Il n'est plus FCC. FCC, c'est une plateforme. La majorité démocratique. La majorité démocratique, c'est celle qui sera au Parlement. Et au sein de cette majorité démocratique, il y a eu la signature d'une charte bien appropriée et tous soutiennent la vision actuelle de l'autorité morale qui est l'ancien président Joseph Kabila. Voilà un peu la connotation actuelle. Au-delà de ça, il y a nécessité aujourd'hui d'avoir un gouvernement, d'avoir un premier ministre. Parce que les choses commencent à bouger, évoluent en pas de tortille. Il y a des services qui sont bloqués, il y a évitement des dépenses, ceci, cela. Donc, quelque part,
La situation sociale et économique du Congolais pose problème. Nécessité, aujourd'hui, on a besoin d'un gouvernement qui doit venir présenter un programme au niveau du Parlement et que ce programme soit exécuté pour que les choses changent. C'est ça la réalité. Voilà. Mais lorsque nous voulons nous insérer dans ces débats juridiques, je ne suis pas contre cela. Même au niveau du FCC, il y a ceux-là qui réfléchissent que voilà, il faut un informateur qui va identifier cette majorité. Mais cette majorité, en réalité, elle existe. Quel sera le travail de l'informateur? Parce que l'informateur, lorsqu'il reçoit les délégations, il vous demande, il n'y a que 2 questions que l'informateur pose. Et par rapport à cette question, êtes-vous pour qu'il y ait un informateur ou pas? Oui, aussi une petite, 2 secondes, pour dire que ce que le cardinal Monsengo fait, nous les pionniers, nous avons dénoncé... Mais hier, il était externe, non, nous les pionniers, nous l'avions déjà dit à l'époque de choses, de dialogue centre interdiocésain. En plus, observez la manifestation que le cardinal avait organisée ici. Vous avez déjà vu, on vous dit, dimanche, il y aura des marches au départ de toutes les paroisses de Kinshasa. Mais on ne donne pas l'itinéraire, on ne donne pas le point de chute. En fait, on voulait jouer... C'était un moyen de pression, c'est grâce à cela que le pouvoir de Joseph Kabila vient on voulait... Il faut reconnaître les efforts de l'autre. Il voulait organiser le chaos. Ouais. Parce que c'est le chaos qui veut permettre aux puissances occidentales de placer leurs hommes à la tête du pays. Il a échoué, c'est pour ça qu'à l'époque, il a parlé de médiocres. Voilà, c'était de la colère pure et simple. À la question de l'informateur. 1 minute. Ça ne se discute même pas. Ça ne se discute même pas. La Constitution prévoit la désignation d'un informateur dès lors qu'aucun parti politique, aucun regroupement n'a atteint la majorité. Et il ne suffit pas de laisser réunir à Kingakati ou ailleurs pour dire que nous avons la majorité. Non. Vous ne décrétez pas que vous avez la majorité. L'informateur identifie la majorité. Nous, les pionniers, nous avons dit ceci. Il faut, puisque le président Kabila, avant de partir, il a fait un discours, il a appelé à une coalition de la gauche congolaise. Force progressiste. Puisque le président Tshisekedi a dans son discours à connotation très sociale, qu'on a rappelé le peuple d'abord. Donc il est aisé de faire un programme minimum de gouvernement qui reprenne cette vision-là. Et que donc la mission de l'informateur serait que les gens soutiennent ou ne soutiennent pas ce programme minimum. Donc à partir de ce moment-là, on aura une opposition, c'est par rapport au programme, ou une majorité, c'est par rapport au programme. Et cela n'a pas été établi. Et si on a un tel programme, vous aurez des gens de la Mouka qui viendront soutenir, vous aurez des gens de FCC qui soutiendront, voilà. Et vous aurez des gens de Cash qui soutiendront. Et à ce moment-là, on aura une majorité. Ok, Maître Honoré, parlons du programme d'urgence du chef de l'État. M. Guélor vient de le dire, il n'y a pas un gouvernement. On sent que le pays est en train de sombrer. Dans le programme du chef de l'État de 100 jours-là, qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant? Est-ce qu'il a rencontré les égratas de la population? Je pense bien, mais je voudrais très rapidement vider une question qui a été relevée par Guélor tout à l'heure, du fait qu'il n'y a pas encore un gouvernement. C'est vrai, mais c'est en rapport avec la procédure constitutionnelle. On ne peut pas aujourd'hui mettre l'informateur, on ne peut pas désigner un informateur ou un formateur quand on a encore à l'Assemblée nationale un bureau provisoire. Il n'a pas ça dans son mandat. Il ne peut pas recevoir le programme du gouvernement pour l'investir. C'est ce qui pousse que les choses traînent. Donc, ça, c'est une procédure normale. Il doit retenir. Non, il le sait. Je crois bien qu'il le sait. Donc, ça, c'est clair. On ne peut pas dire que parce que nous voulons gagner le temps. Non. Et je ne voudrais pas ici encore rappeler qu'à l'époque, il y a eu presque 4 mois de prix par le président Kabila avant de nommer un Premier ministre, après les élections de 2011. Alors, est-ce que le programme du président, les programmes d'urgence des 100 jours, est-ce que ça se justifie? Je pense que oui. Comme a dit Guélor, il y a 2 problèmes. L'État fonctionne, les gens vivent chaque jour, il y a des problèmes auxquels il faut faire face. Et en attendant que nous ayons un gouvernement investi par le Parlement, il y a lieu de pouvoir agir. Donc, je crois que les différents secteurs qui ont été ciblés par ce programme présentent, disons, des cas de nécessité d'urgence, et de telle sorte, il me semble que ce programme a reçu un écho favorable dans l'opinion. Il ne peut pas satisfaire à toutes les attentes, mais il me semble que c'était nécessaire. Monsieur Guélor Le Chikou, les gens disent que le président de la République joue déjà le rôle du Premier ministre qui viendra normalement du FCC, il prend les devants. Pensez-vous que ce programme vous met aussi à l'aise? Non, vous savez,
le programme en soi, il est bénéfique pour la population qui bénéficie de ce programme. Mais quelque part, il faut nous poser ces programmes. C'est un projet, une politique publique ou un programme politique? Si c'est un projet, est-ce qu'il y a eu des études de faisabilité nécessaires qui ont permis à ce qu'on puisse établir ce programme? Parce qu'en analysant, c'est-à-dire les travaux qui devaient se faire, on remet en cause le chronogramme. On remet en cause le chronogramme et les études de faisabilité. Est-ce que l'indicateur exactement vérifiable par rapport à ces projets est réellement prouvé? Tout ça, ce sont des questions qu'on doit essayer de poser. Je suis enseignant, j'enseigne le cours de conception et d'administration des projets, analyse des politiques publiques et puis d'autres cours. Je me dis, si c'était une politique publique, la politique publique, elle dépend des approches. Mais actuellement, comme c'est au niveau de la présidence, c'est l'approche top-down. Mais l'approche top-down a des exigences. Il faudrait un conseil de ministres, il faudrait mobiliser les moyens nécessaires, il faudrait faire des études de faisabilité au niveau de l'atelier SOP afin de déterminer la faisabilité. Nous donnons le programme technique. Nous ne voulons pas que ça puisse être ces programmes politiques où ça se vient pour la consommation du public. Non. Si aujourd'hui, je l'ai toujours dit, si les 5 chantiers ont échoué, pourquoi? Les 5 chantiers restaient vision du président de la République. La révolution de la modernité a échoué, pourquoi pas? C'était resté vision du président de la République. Cela nécessite la mise en place d'un cadre logique, la mise en place d'un mécanisme de pouvoir déterminer les imprévus. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de 100 jours. Oui, c'est bon, mais 100 jours, ça commence quand? Ça finit quand? Est-ce que dans 100 jours, on peut aujourd'hui aller les 3 premiers mois? Non, les 3 premiers mois. Aujourd'hui, lorsque vous allez analyser tous les programmes établis, c'est pratiquement impossible. Parce que dans le chronogramme lui-même, il y a des imprévus, il y a des impératifs de fois qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que les études que j'ai demandées, c'est-à-dire quoi? Dans l'atelier ZOP, on a associé tous les partenaires nécessaires par rapport à ce programme. C'est bien bon. On peut présenter. Oui, j'arrive. Est-ce que on peut présenter aujourd'hui un programme, un projet, comme je l'ai dit? On a associé les mandataires, c'est vrai, ce sont les mandataires. Est-ce qu'ils ont été associés au niveau de l'atelier ZOP pour essayer de présenter ça? Donc, moi, je me dis, j'arrive par rapport à un conseil pour dire que je ne préfère pas que ce programme reste comme ce qu'on appelle une vision politique. C'est-à-dire, après 3 mois, il n'y a rien, et puis on se dit, voilà, il y a eu des deuxièmes. Non, non, il ne faut pas qu'on continue dans ça, comme on a mis en cause les 5 chantiers. Est-ce que vous ne craignez pas que votre champion Félix Tshisekedi puisse être heurté parce que on pense qu'il est allé trop vite en besogne, et avec ces programmes-là, ces thèmes costauds, est-ce qu'il a les moyens possibles pour réaliser tout ce qu'il a fait? Moi, je pense que le FCC pousse le président Tshisekedi à la faute. Nous conseillons, moi je suis concepteur de projet. Le FCC est en train de conduire, de pousser Félix Tshisekedi à la faute. Ils ont l'expérience du pouvoir quand même. Pas l'expérience, c'est une question de projet. Là. Ils sont en train de le pousser à la faute, et lui, il est en train de tomber dans ce piège-là. Il tombe dans le filet. Il tombe dans le filet, je m'explique. Le président Tshisekedi n'a ni cabinet présidentiel, ni gouvernement. Le FCC bloque le gouvernement, la mise en place d'un informateur qui pourrait faire déboucher sur un gouvernement. Alors, le président Tshisekedi annonce des programmes, il voyage à gauche et à droite, sans cabinet, sans gouvernement. Je constate aussi que autant le président Kabila a convoqué, a fait le rappel de ce tour Bakingakati à 2 ou 3 reprises, autant l'UDPS ni Cash n'ont jamais fait cela. Et que donc, lorsque vous allez vous engager, le président de la République a une vision. Le gouvernement traduit en acte cette vision. Dès lors que le président de la République lui-même se met à traduire en acte la vision, ça veut dire qu'il est exposé à l'erreur, et les soupapes qui devraient sauter au cas où il y aurait erreur, c'est-à-dire que les ministres ne sont plus là, alors c'est lui qui risque de sauter. Donc, il s'expose inutilement. Il va tout à l'étranger. Imaginez que quelque chose lui arrive à l'extérieur là, aujourd'hui. Nous n'avons pas encore de Sénat, nous n'avons même pas de choses. Ça veut dire que aujourd'hui, quelque chose lui arrive à l'étranger, c'est le président Kengo qui reprend de plein droit. Et je ne vois pas le président Kengo organiser les élections dans 3 mois. Encore moins se tracasser pour les financer nous-mêmes. En d'autres termes,
on va permettre aux puissances étrangères d'intervenir pour donner les moyens. Là, c'est dans votre théorie. Non, c'est très important. Contrairement, c'est ce que nous avons fait. Nous avons refusé, et avec raison, que l'extérieur donne les moyens. Nous sommes privés pour que nous ayons des élections financées par les Congolais. Et quand ils vont venir avec leurs moyens, alors on va remettre Genève en route et c'est le Congo qui va perdre. Voilà, merci. Comprenons cela, mes chers compatriotes. Comprenons cela. Et que le président Tshisekedi se concentre sur le front interne, créons les animateurs des institutions, créons la cohésion nationale. Alors, il pourra s'attaquer à tout ça. Ça se fera, nous en avons les moyens. Est-ce que, Maître Honoré, c'est la question, ici votre dernier mot, est-ce que pensez-vous de la même manière avec les autres, les gens qui pensent que le président Félix, il est coincé par l'ombre du président honoraire, Joseph Kabila, parce que tout ce qu'il est en train de faire, il y a la main noire. Quelle main noire? Évidemment, c'est, de mon point de vue, ce n'est que de la spéculation, des supputations. Et de la même manière, je voulais très rapidement, je n'ai pas compris pourquoi Corneille parlait de blocage, que la FCC bloque la formation du gouvernement. Il est clairement établi. À ce stade, ici, on ne peut pas former le gouvernement. C'est constitutionnel. Je comprends pas bien. Il faut un informateur, l'Assemblée, vous savez que le gouvernement doit être investi par le Parlement. Allons-y, M. Corneille, oui, c'est la Constitution qui le dit. Oui. Et donc, dès lors que nous avons une Assemblée nationale qui est au stade de pouvoir s'installer pour être en même de recevoir le gouvernement, on ne peut pas le former à ce stade. Donc quand vous dites que les FCC bloquent, il n'y a pas de preuve. Je vais m'expliquer. Il n'y a pas des actes pour le demander. On est déjà à la fin. Ok. 2 secondes. Je répète 2 secondes. Ok, Chité. Oui. Okay. Donc, votre question c'était sur... Les gens pensent oui, que l'ancien président... Non, je suis plutôt d'avis que... Vous savez, le président Kabila a régné pendant une longue période. 17 ans. Et même s'il y a changement dans le sens qu'il n'est plus président de la République, mais ce n'est pas du jour au lendemain que son influence disparaît de la société. Il doit encore être là. Félix est un nouveau président. Il est en train de prendre les manettes du pouvoir. Et chemin faisant, ce pouvoir va s'installer. Donc il faut comprendre que c'est en termes de processus. Mais j'ai l'impression que les gens sont très pressés. C'est ainsi qu'on arrive à tirer ce genre de conclusions. Ok, M. Diallo-Chuk, votre dernier mot. M. Corneille, vous allez terminer. Votre dernier mot. Aujourd'hui, votre champion, c'est Chadari. Je l'ai écouté. Il pense être le Premier ministre. Il pense être. C'est du pouvoir discrétionnaire du président de la République par rapport à cela. Mais déjà, au niveau de la configuration actuelle, nous pensons que le Premier ministre sortira de la majorité démocratique. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, le président de la République, c'est vrai, il a tout ce pouvoir-là, ne puisse pas être celui qui est comme le conseil que le grand frère vient de donner ici. C'est très important. Vous savez, une nation évolue sur base des institutions bien appropriées. J'ai posé la question, si c'est que le président a présenté était un projet, une politique publique ou un programme politique ou une vision tout court. Parce que nous évitons, et puis d'urgence, c'est dans 100 jours. C'est pratiquement impossible. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas, lorsque nous allons évaluer cela, sur base des études de faisabilité qui se feront, que cela ne puisse pas se matérialiser et que le Congo puisse continuer de cette façon-là. C'est pas bon. Il ne faudrait pas qu'on fasse les histoires. Analysons cas par cas. On a donné les travaux à l'Office des routes. Est-ce que l'Office des routes, ils ont tous les engins nécessaires par rapport à la matérialisation de l'FPI, les projets qui ont été conçus présentés par l'FPI, ces projets ont nécessité des études de faisabilité nécessaires. Les moyens, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Dans 100 jours, on peut réaliser tous ces projets-là. Dans moins de 100 jours aujourd'hui, si nous voulons évaluer. Non, commencer ces travaux dans 100 jours. Les commencer ce projet dans 100 jours, pas les terminer. Non, c'est un problème de compréhension. Les commencer dans 100 jours. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Programme d'urgence de 100 jours. Je l'ai dit au début, le chronogramme pose problème. Allez dire aux 80 millions de Congolais qu'ils font la différence entre commencer les travaux et s'il vous plaît, laisse parler aussi les autres. C'est un débat technique. Évitons les apparences politiques. Ça devient de la cacophonie. Ça devient de la cacophonie. Non, mais c'est ça que je vous dis. Moi, je suis aussi technique. Est-ce que tu peux avoir la parole? Moi, je suis aussi technique. Moi, je suis concepteur de projet.
J'ai dit que vous avez tort de dire que la désignation du Premier ministre est liée à la formation de bureau de l'Assemblée nationale. Non, justement, l'informateur. L'informateur identifie la majorité. Identifier la majorité, le bureau de l'Assemblée nationale va être constitué de manière majoritaire et proposition. Telle l'opposition, telle la majorité, président, ainsi de suite. Et c'est suite à l'identification de la majorité que ça va se faire. Donc, il est primordial. Quand je dis qu'ils bloquent, c'est parce qu'ils disent qu'ils ont déjà la majorité, ce n'est pas nécessaire de passer à la chose. Et alors là, on fait traîner les choses en longueur. Et la population qui a faim, qui est dans la misère, qui veut des résultats tout de suite, parce qu'un membre de l'UDPS est à la tête du pays, cette population va se décourager et va prendre. Non, l'UDPS, le président de l'UDPS qui est là, il est tout à fait normal que la population se dise, ah, maintenant vous l'UDPS, vous avez le pouvoir, ainsi de suite. Or, l'UDPS n'est pas, ce n'est pas la réalité parce qu'il n'y a pas de gouvernement, parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Parce qu'il n'y a pas de cabinet présidentiel et le président Tshisekedi va commettre des erreurs qui vont se retourner et qui vont être exploitées contre lui par les mêmes là. Merci M. Corneille Moulumba. C'est la fin de cette émission au CRIB. Aujourd'hui, j'étais avec M. Corneille Moulumba, il est le premier. De l'UDPS, il était là avec nous, M. Corneille Moulumba. Merci de nous avoir honorés. Moi qui vous remercie. De l'autre côté, j'étais avec Gelor Lushiku, cadre du FCC aujourd'hui, majorité démocratique, M. Gelor Lushiku. Merci de nous avoir honorés. Merci. De l'autre côté, j'étais avec M. Maître Honoré Moussoko. Il est du mouvement MC, mouvement pour les changements. Maître Moussoko, merci de nous avoir honorés. C'est un plaisir partagé. Voilà, merci à vous. Vous étiez très nombreux. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Restez fidèles à notre émission au CRIB. Bye.